Elle peut chuchoter, crier, chanter, rassurer, séduire, ordonner. La voix est un instrument que nous possédons tous, mais que nous connaissons très mal. Au final, on pense à elle lorsqu'elle nous fait défaut, quand elle déraille par exemple, ou quand elle s'éteint. Mais au fond, qu'est-ce que la voix? Comment la produit-on? Peut-on la travailler comme un muscle? Quelles sont les maladies, les pathologies les plus fréquentes? Comment les traiter? Le professeur Stéphane Hans, chef du service ORL de l'hôpital Foch à Suresnes, près de Paris, est notre invité. Il dirige le Centre de la Voix où 6 médecins, 3 orthophonistes et plusieurs chercheurs du CNRS travaillent ensemble sur les pathologies variées de 3000 patients chaque année. Je suis Margot de Trouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé, BFM TV. Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Stéphane Hans, bonjour. Bonjour. Alors, on n'y pense pas en parlant, ni en se rasant, petite allusion. Mais en fait, comment est-ce que notre voix sort? Pourquoi elle sort? Pourquoi ça produit un son? Comment ça se passe? Alors, notre voix sort par l'énergie pulmonaire. C'est-à-dire que c'est de l'énergie pulmonaire qui va être transformée en énergie acoustique. Et le larynx, en fait, transforme des pressions d'air et des débits d'air en intensité et en débit phonatoire. Donc il y a plein de muscles qui sont impliqués et pas seulement au niveau de la gorge. Et notamment les cordes vocales, Ouais. bien sûr. Et d'autre part, il faut voir que le larynx, c'est un organe assez complexe. Les chercheurs actuellement ont réussi à modéliser le cœur, ont réussi à modéliser un certain nombre d'organes, mais ne savent pas, pour l'instant, modéliser le larynx, comme on ne sait pas modéliser le cerveau. Et alors justement, en parlant du cerveau, il intervient parce qu'en fait, la voix, c'est quand même un son. Donc, on comprend bien la mécanique respiratoire, ventilatoire, mais pourquoi ça fait des mots et pourquoi les mots sont dans le bon sens? Après, ça, c'est le cerveau. Et on n'y connaît pas toujours très bien ce qui se passe exactement dans le cerveau. Et c'est comme les émotions. C'est évident que la voix est un transmetteur d'émotions et le cerveau joue un rôle fondamental à ce niveau-là. Et quand on appelle quelqu'un, on va lui dire « Oh là, j'entends que ça va pas ». Exactement. Donc la voix est aussi influencée par les émotions. Exactement. Comment ça marche? Comment ça marche? D'une part, il y a des émotions qu'on voit en extra-linguistique ou extra-voix, mais il y a les gestes, et puis c'est surtout le cerveau qui va commander par les nerfs qui sont au niveau des cordes vocales, les influx, et qui vont modéliser la voix, et moduler la voix. Alors justement, est-ce qu'il y a des profils de voix? Est-ce qu'en fin de compte, on peut classer un petit peu les voix, ou vraiment la voix est individuelle, ou est-ce qu'en fin de compte, il y a des caractéristiques qui sont assez communes? Oui, il y a des caractéristiques communes comme la fréquence, on va parler de timbre, etc. Mais en fait, là, il y a une empreinte vocale. Chacun a une voix différente, ça c'est certain. On parlait des émotions et du stress. Comment il va affecter notre voix? Est-ce que ça influe directement, par exemple, sur le larynx? Tout à fait. Quelqu'un qui est un peu stressé peut avoir les muscles, même au niveau du larynx, qui sont tendus, et ce qui va entraîner une voix de qualité différente. Alors parfois, ça va même jusqu'à éteindre la voix. On parle d'extinction de voix. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Soit ça peut être une pathologie, comme une laryngite. Vous voyez, vous avez une infection virale, on a un œdème des cordes vocales, elles ne peuvent plus se vibrer. Il faut voir que, je prends souvent cette image pour les étudiants ou les patients, le fonctionnement des cordes vocales, c'est un peu comme les vagues sur la mer. Dès que le mouvement de la vague est perturbé par de l'œdème lié à une infection virale, par un petit polype, la voix va être cassée. La l'onde acoustique ne pourra pas se transmettre. Et puis d'autre part, on peut avoir aussi des problèmes organiques, des maladies hautes qui retentissent sur la voix. Quelles sont les principales pathologies que vous rencontrez au quotidien? Les professionnels de la voix surtout, à savoir les chanteurs, les avocats, les professeurs des écoles, des lycées, etc., qui ont tendance à forcer sur la voix. Et donc, au début, ils ont une dysphonie, c'est-à-dire une voix anormale, voire des périodes d'aphonie, mais aussi parfois déjà des pathologies comme un polype, des nodules qui se sont créés par un comportement de forçage. C'est une mauvaise utilisation des cordes vocales. Ça, on ne peut pas le savoir avant d'avoir fait... on fait quoi? On fait une imagerie chez vous? On va faire ce qu'on appelle une fibroscopie, c'est-à-dire qu'on va regarder les cordes vocales en passant par le nez avec une petite fibre optique, ce qui va nous permettre de voir parfaitement les cordes vocales.
Alors justement, quand est-ce qu'il faut consulter? Parce qu'en fin de compte, on a la voix qui change, par moment on a la voix un peu éraillée, puis ça rentre dans l'ordre. Au bout de combien de temps on peut se dire que il y a peut-être quand même une pathologie en dessous, il faudrait peut-être aller voir? Alors surtout si on est fumeur, parce que comme vous le savez, le tabac est carcinogène, et donc c'est clair que un patient, une patiente fumeuse, on leur conseille de consulter au bout d'une semaine de dysphonie, de voix cassée, etc. Après, le tabac entraîne aussi, par exemple, la voix très caractéristique dite de Dame de Renké. C'est clairement la voix de Juliette Gréco, avec une voix particulière, qui ne sont pas des pathologies cancéreuses, mais il y a un peu d'œdème dans les cordes vocales. Et puis parfois, cette extinction, elle dure. C'est le cas pour Virginie, qui est professeure des écoles. Elle a perdu sa voix 2 fois, à chaque fois après avoir contracté le virus du Covid. La première extinction, elle a duré 3 mois, la seconde 1 an et demi, avec une redoutable errance médicale et un grand isolement. Écoutez son témoignage. Alors, une vie sans voix, c'est une vie dans une prison, un manque de liberté totale. Et pourquoi un manque de liberté? Parce que je ne pouvais plus parler à quelqu'un dans la rue, je ne pouvais plus appeler au secours. Et ça, pour moi, ça a été une chose très, très difficile à vivre, parce que je me sentais en danger. Et même me baigner dans la mer, toute seule, ça me faisait peur. J'ai eu besoin de prendre un contrat chez EDF pour mon fils. Et là, la personne m'a dit, non, j'entends pas. Rappelez-moi quand vous aurez de la voix. Et puis une vie professionnelle qui est mise à zéro, puisque je suis un professeur des écoles. Donc, avoir une classe de 30 enfants sans voix, c'est pas possible. Donc, vraiment une vie emprisonnée. Alors cette enseignante a retrouvé sa voix il y a seulement 2 mois grâce à une association de traitements qui ont été prescrits par une médecin spécialiste du Covid long, 7 comprimés par jour. Mais ce témoignage montre à quel point la voix, c'est quelque chose de fragile et d'extrêmement complexe aussi. Très complexe. Et notamment dans le Covid, on a vu des patients qui avaient un œdème des cordes vocales, comme dans les laryngites, mais également des patients, comme le Covid est un virus neurotrope, donc qui a une certaine affinité pour les nerfs, des mouvements anormaux des cordes vocales. C'est-à-dire qu'en gros, le patient, au lieu de vouloir respirer, le larynx se fermait, et donc il était du coup en difficulté pour respirer. Alors, j'aurais qu'on parle peut-être d'un reflux. Alors, on pense tous au reflux gastro-œsophagien, parce que c'est plus classique, qui d'ailleurs peut faire tousser, donc peut aussi un petit peu gêner, bien évidemment, par une irritation de la zone. Mais je voudrais qu'on parle en fait du reflux laryngo-pharyngé. On dit que 30% de la population européenne est touchée. C'est quoi et comment on s'en rend compte? Disons que le reflux gastro-œsophagien, il est connu depuis très longtemps, surtout en Europe. Et le reflux laryngo-pharyngé est moins connu. Le reflux gastro-œsophagien, c'est clairement de l'acidité de l'estomac qui remonte. Et le patient décrit souvent des douleurs rétrosthermales. Et c'est typiquement aussi les nouveau-nés, vous leur donnez à manger, et puis un quart d'heure après, paf, ça sort de la bouche. C'est clairement un reflux gastro-œsophagien. Le reflux laryngo-pharyngé n'a rien à voir. C'est en fait des petites bulles qui remontent de l'estomac, et d'autant plus en position donc debout que couché, alors que le reflux gastro-œsophagien survient plutôt en position allongée, couchée. Et ces petites bulles portent des enzymes qui sont sur la paroi de l'estomac, qui peuvent des trypsines, etc., qui sont fabriquées par le pancréas et différents organes à côté. Et du coup, la bulle va se positionner après sur une muqueuse ORL quelconque. Et comme elle porte une enzyme, ça va entraîner une réaction inflammatoire. Parce que, bien sûr, les muqueuses des voies aérodigestives supérieures, les muqueuses ORL, ne sont pas du tout faites pour recueillir ces enzymes qui sont uniquement dans l'estomac normalement. Et comment on sait la différence entre reflux gastro-œsophagien et reflux laryngo-pharyngé? On peut faire ce qu'on appelle un examen objectif, qui est une impédance-métrie, où on met un petit capteur, comme un fil que l'on met par le nez qui descend jusqu'à l'estomac et qui a des capteurs régulièrement. Et on sait en plus si le reflux est plutôt acide ou basique ou non acide, non basique. Et la majorité des reflux laryngo-pharyngés ne sont pas acides. C'est pour ça que les IPP, très prescrits pour les reflux gastro-œsophagiens, ne fonctionnent pas. Parce que ce n'est pas un problème d'acidité, souvent c'est un problème d'enzyme. Et vous allez faire cet examen quand les patients se plaignent de quoi?
Ils se plaignent par exemple des mages, c'est-à-dire qu'ils font toute la Ils se journée. raclent la gorge. Vous voyez, ils font où ils disent qu'ils sont un peu gênés régulièrement. D'autres vont faire des sinusites même à répétition, des otites, parce que ça peut remonter plus haut au niveau de la sphère ORL. Et chez ces patients, on fait une impédance-métrie et ça nous donne une idée si le reflux est plutôt acide, basique. Et on fait quoi de ces bulles alors? Comment est-ce qu'on contrecarre ces bulles? Alors, le reflux, c'est une maladie qui a été décrite aux États-Unis il y a à peu près une vingtaine d'années. C'est une maladie de la civilisation. C'est sûr que le stress dont on parlait tout à l'heure dans la voix joue un rôle fondamental. L'alimentation également. Et c'est certain que tous les aliments transformés qu'on peut voir dans les grandes surfaces, par exemple, jouent un rôle important. Et donc, il y a une éducation thérapeutique à faire avec les patients. C'est-à-dire lui réapprendre quelque part à manger correctement, à faire du sport, à avoir une vie saine. Et d'autre part, comme on rencontre dans le reflux gastro-œsophagien, les toxiques comme le tabac, l'alcool, etc., jouent également un rôle important. C'est toujours un peu la même chose. Oui. Quand c'est un produit toxique, c'est un produit toxique. L'hygiène de vie suffit à ce que les choses rentrent dans l'ordre? On arrive avec, si le patient est motivé parce qu'il est gêné et à jouer sur son alimentation et sur sa qualité de vie, oui, clairement. Quels sont aujourd'hui les grands progrès que vous avez faits par rapport au larynx? Quelles sont les révolutions? Est-ce que vous les opérez toujours de la même façon? Est-ce qu'on les explore de mieux en mieux? Quelles sont un petit peu les grandes phases dans ce domaine? Oui, je dirais que dans les dernières années, si on prend les dernières années, le laser a été un instrument intéressant. Ce n'est qu'un instrument, ça permet de déporter la main dans le larynx des patients et de l'utiliser comme un bistouri ou une coagulation à distance. On opère les patients sous microscope avec donc un laryngoscope où on voit donc les cordes vocales et grâce à ces lasers, on va pouvoir traiter le patient. Et puis un autre qu'on utilise plutôt en cancérologie laryngée, c'est les robots. Dont on a parlé beaucoup dans d'autres spécialités comme en urologie, gynécologie. Le robot en ORL rend service surtout dans les cancers du larynx. Est-ce qu'on peut, vous travaillez avec des orthophonistes, à quel point on peut travailler sa voix et changer sa voix? On peut beaucoup travailler sa voix, c'est sûr. C'est le principe des acteurs, des chanteurs, si on prend un cas des trans, on a beaucoup de trans qui nous consultent et il y a déjà certain nombre de trans qui ont travaillé leur voix. Alors que ça veut dire quoi travailler sa voix? Travailler sa voix. Ça veut dire quoi? On fait quoi? C'est une sorte de maniérisme. C'est donc c'est dans l'intonation, c'est dans la façon de projeter les mots, de projeter les mots, de la rapidité du nombre de mots. Par exemple, on sait que sur la même durée, un sujet féminin va parler avec un plus grand nombre de mots qu'un sujet masculin. Vous voyez? Donc tout ça, ça permet de travailler sa voix. Et on a les mêmes cordes vocales, hommes ou femmes? Les femmes ont une corde vocale dont la taille est un peu plus petite. C'est pour ça que chez les trans, par exemple, un homme qui veut devenir femme, on va coudre les cordes vocales en avant pour diminuer la taille des cordes vocales, pour qu'elles vibrent à une fréquence plus proche d'une femme. On parlait des acteurs, mais il y a quand même aussi les imitateurs. Écoutez cet extrait. Votre première nuit en cellule, Votre Altesse, comment cela s'est passé, dites-nous? Écoutez, j'ai tenu ma promesse, j'ai dormi la tête haute, et je peux vous dire, je n'ai pas dû faire le malin, parce que du coup, j'ai un vrai torticolis. Alors, comment avez-vous occupé cette première journée derrière les barreaux, sire? Comme j'adore liser et que j'ai droit qu'à 3 livres, j'ai choisi l'histoire inuite d'un homme emprisonné à tort, qui se venge un par un de tous ceux qui l'ont injustement accusé et fait jeter en prison. Le comte de Montesarco. Oui, parce qu'à part la lecture, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas grand-chose à faire en prison. Alors, on m'avait vendu que les prisonniers faisaient du karting, des massages et du surf et tout ça. Eh bien non, niveau activité, c'est pas le Club Med. Pourtant, Pascal Pro, il dit ça à longueur de journée, que c'est le Club Med, la prison. Mais pour une fois, je vais lui dire à mon Pascal, il dit des conneries. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'il a les mêmes cordes vocales que nous? Oui. Oui. Sauf que il se sert de ses cordes vocales, bien sûr, mais c'est les articulateurs qui jouent un rôle différent. Le cas extrême, c'est les human beatbox.
Vous avez vu ces jeunes qui font voilà, qui vont imiter la grosse caisse, qui vont imiter la trompette, des instruments à vent, des percussions, voire même de la musique électronique. Et en fait, on en a analysé dans mon service avec des personnes du CNRS et une personne, Alexis Dehé, a même fait sa thèse de sciences sur le sujet, et on s'aperçoit qu'ils ont le même tractus vocal qu'un autre sujet, sauf qu'ils l'utilisent différemment. Donc ils n'ont pas des cordes vocales asymétriques? Non, ils n'ont pas des cordes vocales asymétriques, et si on a des cordes vocales asymétriques, au contraire, on va avoir des problèmes de voix. Par exemple, une personne qui, suite à un accident de voiture, un traumatisme, vous voyez, avec un coup sur le larynx qui a entraîné une asymétrie des cordes vocales, au contraire, on aura des difficultés pour parler. Et en fait, les imitateurs, les human beatbox, etc., vont utiliser toutes les parties au-dessus des cordes vocales, à l'extrême, et ce qui va produire des sons étranges. En fin de compte, quels sont les espoirs, quelles sont les lignes de recherche que vous avez à l'heure actuelle dans ce domaine de la voix et des cordes vocales? Bien, actuellement, bon, l'un des grands sujets, c'est la médecine régénérative. C'est-à-dire notamment, vous savez, le nombre de sujets âgés augmente chaque année et on a de plus en plus de personnes qui nous consultent pour des presbyphonies, c'est-à-dire qu'on va être une voix liée à l'âge, par exemple une personne âgée de 80 ans, et qui va commencer à parler comme ça et qui aura du mal à parler. Et donc, on peut, par exemple, lui injecter les cordes vocales, soit avec de l'acide hyaluronique au début pour voir si sa voix est plus efficace. C'est de la chirurgie esthétique, alors? C'est quasiment de la chirurgie esthétique de la voix, oui. Exactement. Ou même du PRP, vous voyez, le PRP que l'on peut mettre dans les articulations du plasma, voilà. Et qui a l'intérêt, c'est que c'est le propre corps du patient, donc il n'est pas du tout rejeté, il n'y a pas de problème inflammatoire. Et le PRP fonctionne très bien, justement, dans ce rajeunissement des cordes vocales pour avoir une voix plus efficace. Merci beaucoup, professeur Stéphane Hans. On rappelle que vous êtes chef du service ORL à l'hôpital Foch de Suresnes. Merci également à Jérôme Lechien qui nous a mis en contact. Eh bien, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.